Bravo, Swing Monster. Et quelle belle entrée en matière, très rock'n'roll. Merci d'accueillir Jean-Pierre Nadir. Voilà, on l'accueille sous vos applaudissements. Et on peut continuer à applaudir, bien entendu. Swing Monster, bravo. Et bravo pour la panne de micro qui nous a valu un beau a cappella. Jean-Pierre, bienvenue. Bonjour. Merci. J'ai fait exprès de laisser une place, Allez, tu vois. allez, comme ça, au cas où il y aura un invité surprise. Allez, je reste là. C'est comme dans le TER, quand t'as 2 places, t'es content. Eh bien, on va. Alors, Jean-Pierre, raconte-nous. On te connaît Easy Voyage, Fair Move, M6, l'épopée du breton Jean-Pierre Nadir, c'est ce qu'on va parcourir ensemble. Alors, vous pouvez bien entendu poser vos questions. Moi, j'aurais bien aimé qu'on démarre par ton parcours. Démarrer par là, pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis on va revenir ensuite sur tout ça. Mon parcours, donc... le problème, c'est qu'on a que 30 minutes, donc là, on est foutu si je commence par ça. Mais surtout la première nuit de ton parcours d'entrepreneur. Non, mais en fait, en 2 mots, donc moi, je suis né en Bretagne, comme tu l'as dit, dans les Côtes d'Armor. J'ai vécu 4-5 ans dans une ferme avec ma grand-mère. Et ensuite, donc, j'ai suivi ma maman, qui était prof et qui était non titulaire. Et donc, j'ai habité dans quasiment toutes les villes de Bretagne. Bon, donc, on a commencé par Saint-Brieuc, puis après, on a habité à Carhaix, puis j'ai habité à Crozon, à Brest, à Daoulas, à Châteaulin. Et puis ensuite, on est parti à La Forêt-Fouesnant. Et puis, moi, j'ai fait sport-études à Lorient et j'ai été en fac à Rennes. Donc, je connais à peu près... Sport-études hand, à Lorient. Ouais. Alors, pour l'anecdote, donc, je devais faire sport-études rugby à Angoulême. Et comme j'étais un peu comme tous les Bretons, c'est-à-dire un peu gland, attaché à mon coin, je réfutais à l'idée de partir à Angoulême. Et puis, j'ai dit, c'est des conneries que je vais aller foutre à Angoulême. Je connais personne, c'est loin, etc. Et donc, j'ai été au CIO et j'ai dit, mais je voudrais faire un sport-études, lequel est le plus proche de Châteaulin? La fille m'a dit, mais attendez, monsieur, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Dites-moi dans quel sport vous êtes bon. Je dis, moi, je suis bon partout. Trouvez-moi une section. Et donc, non, mais en plus, c'est véridique. Et donc, elle me dit, à Lorient, il y a handball, et à Rennes, il y a foot et athlétisme. J'ai dit, Lorient, c'est plus près de Châteaulin, donc je vais faire handball. Et elle me dit, mais vous avez déjà joué? Je dis, non, jamais, mais c'est pas grave. Et donc, je m'inscris, sport-études. Donc, il y avait tout un carnet à remplir par ton entraîneur, ton prof de gym, qui remplit toutes mes perfs, et je suis pris pour les tests. Et donc, l'anecdote, c'est que j'arrive à Lorient, je sors du train, et là, je vois plein de mecs avec des sacs de sport, donc je me rapproche et je dis, vous allez à la détection? Les gars disent oui. Il me dit, mais toi, t'es qui? Parce que tout le monde se connaissait, ils s'embrassaient et tout, donc il dit, toi, t'es qui? Et après, le gars rajoute, il dit, et tu joues? Je dis, moi, je joue pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, écoute, je me suis inscrit, on verra bien. Voilà. Et donc, le matin, j'ai été très bon sur les tests physiques. Et l'après-midi, j'ai vu que pivot, en fait, on te voyait moins. Je me suis mis pivot. Et j'ai embrouillé un peu le gars. Et à la fin, il m'a pris. Et au bout de 2 entraînements, quand je suis arrivé en sport-études à Lorient, il m'a convoqué. Il m'a dit, bon, écoute, Benavedji, il me dit, Nadir, là, t'es vraiment totalement nul. Il me dit, je pense que j'ai jamais vu un joueur aussi mauvais. Il me dit, tu sais rien faire. Donc, on va s'arrêter là. Et je lui dis, écoute, maintenant que je suis là, garde-moi jusqu'à décembre. Et en décembre, si tu trouves toujours que je suis nul, tu me vires et je partirai sans histoire, mais j'ai envie de m'accrocher. Voilà. Et donc, j'ai fait 3 mois et au bout de 3 mois, donc, ils m'ont gardé et il y avait un tournoi. Et là, on était en quelle classe? Là, seconde, première terminale. Après, je fais 3 ans de sport-études. Après, je pars. J'ai le bac en 3 ans, ce qui était assez rare chez les sport-études. Donc, j'étais nul en hand, mais j'étais meilleur qu'eux en études. Et là, je fais Sciences Éco à Rennes. J'arrive au Resto U le premier jour de Sciences Éco et je tombe sur une copine et que je connaissais comme ça de vue de Concarneau. Bon. Et je lui dis, tiens, mais Jacqueline, elle avait au moins 8 ans de plus que moi. Je dis, mais Jacqueline, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je suis en Sciences Éco. Elle dit, toi? J'ai dit, comme moi. Je dis, mais Jacqueline, c'est combien de temps que tu es là? Elle me dit, 8 ans. Je me dis, merde, je suis foutu. Et donc, j'ai décidé ce jour-là d'arrêter tout de suite. J'ai dit, je n'ai aucune chance. 8 ans, 9 ans, 10 ans d'études. Je dis, voilà. Et donc, j'ai acheté un petit bouquin, que sais-je, sur la pub, parce que j'avais vu Séguéla à la télé, et j'ai dit, comme pour le hand, je vais faire une école de pub. Et donc, je me suis inscrit à un concours d'école de pub. Voilà, j'ai été pris dans la pub. Et alors, je voulais faire de la pub, parce que je me suis dit, la pub, c'est génial, quand on écrit des petits slogans, les gens, ils te payent pour faire des blagues. Je dis, alors, moi, franchement, je suis très bon en blagues, donc je vais faire une grosse carrière. Voilà. Et donc, je suis parti de Concarneau en stop pour monter à Paris, comme on dit.
Première nuit, j'ai dormi donc sous la crypte de l'église, là, qui est la chapelle que les gens connaissent, qui est à Porte de Saint-Cloud, près du Parc des Princes, là. Et puis après, j'ai trouvé une piole dans une espèce de squat. Et puis à un moment donné, quelqu'un en resto U m'a dit, mais tu sais que tu pourrais avoir une chambre si tu jouais au PUC. Donc j'ai été faire la détection du PUC. Et là, ils m'ont donné une chambre. Et là, c'est ma première leçon, enfin, ou ma deuxième d'entrepreneur, c'est que je fais l'entraînement de hand, la détection, et à la fin, donc je fais semblant de partir. Le gars me rattrape. Il me dit, hé, toi, viens voir. Donc, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'en vais. Il me dit, mais pourquoi? On n'a pas dit encore qui on gardait. Et j'ai dit, non, mais moi, en fait, je peux pas rester parce que j'ai un problème. Donc, il me dit, mais c'est quoi ton problème? Je lui dis, j'ai pas de chambre à Paris, donc je peux pas rester. Il me dit, hop, 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 hop. Il me dit, mais ça, je te règle ça en 2 secondes. Et il me donne le nom d'une dame. Il me dit, t'appelles demain et t'auras ta chambre. Il me dit, quelle cité tu veux? Voilà. Et donc, en fait, d'un truc où j'avais aucune solution, d'un seul coup, donc j'ai le bon nom et le bon téléphone. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est la première leçon, c'est comment tu construis un réseau pour avoir le bon nom et le bon numéro de téléphone. Puis après, grâce à qui de mon associé, j'ai compris qu'il y avait encore une autre dimension. C'est pas quand tu connais les gens, c'est encore mieux quand les gens te connaissent. Voilà. Donc là, il m'a fallu quand même 30 ans pour arriver au deuxième constat. Alors, entrepreneur, justement, Easy Voyage, Fairmove, et aujourd'hui... Enfin, d'abord, j'ai commencé par la pizza. Hein, j'ai commencé. Oui, Miss Pizza. Ouais. Non, moi, j'ai fait l'école de pub pour gosses de riches et j'avais pas un rond. Donc déjà, la problématique, c'était, j'étais le seul qui allait bouffer au resto U. Enfin, on était 3. Bon, sur toute une, voilà. Et donc, moi, je voulais gagner de l'argent, non pas pour faire comme maintenant ils font tous sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avoir une villa à Ibiza avec une piscine et une petite pépé et un gros 4x4. Donc, parce que maintenant j'ai compris que c'était ça la réussite, hein, donc sur les réseaux sociaux en tous les cas. Donc, moi, j'avais compris que si tu fais du capitalisme, ce matin, donc Nicolas disait le capitalisme, c'est un beau mot. Si tu fais du capitalisme, il faut des capitaux. Voilà. Et donc, premier acte, comment je réunis des capitaux? Voilà. Et donc, j'ai dit, il faut que je puisse lancer une activité sans moyens, parce que je n'en avais pas. Et donc, j'ai inventé en 86 une sorte de Uber Eats B2B pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire que j'ai été voir toutes les boîtes de Neuilly, j'ai signé des contrats avec Lancôme, Courrèges, etc. Et je livrais tous les midis avec des restaurants que je faisais produire à Levallois. Donc, je livrais Neuilly, qui était une zone où tous les restos étaient pleins le midi, avec Levallois, où tous les restos étaient vides. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, j'ai gagné 50 000 francs. Et avec cet argent, en fait, j'avais un copain qui avait une 2 chevaux, qui allait chercher les plats, etc. Bon, je me suis dit, avec ça, on voyait bien que la logistique, j'avais un problème de logistique, donc à tenir les volumes. Et donc, je me suis dit, il faut que je puisse opérer moi-même. Et donc là, je me suis dit, j'avais fait des crêpes à 16 ans, je faisais des crêpes dans les campings à Carlivine. Et donc, elles sont assez bonnes, les vôtres d'ailleurs. Hein, donc, voilà, moi, j'étais meilleur, mais bon. Et toujours est-il que je me suis dit, les pizzas, ça ressemble beaucoup aux crêpes. Eh bien, je vais faire des pizzas. Et comme ça, je pourrais livrer le midi les boîtes et le soir chez les gens. Et à l'époque, en 86, il n'y a jamais personne qui a livré quoi que ce soit chez quiconque. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun service de livraison, il n'y avait aucune activité. D'ailleurs, les gens ne laissaient pas rentrer chez eux. Et donc, c'était un des freins auxquels j'ai dû être confronté. Et donc, j'ai 50 000 francs et il faut que pour lancer l'activité, que je prenne un local, que je le retape, que j'achète un four. Moi, j'y connais rien. Donc, je vais dans une pizzeria à 14h30, je hèle un serveur, je lui dis, voilà, je suis emmerdé, je suis étudiant, je fais un mémoire sur la pizzeria, je lui dis, je voudrais trouver quelqu'un qui s'y connaisse, etc. Il me dit, t'es bien tombé, c'est ici, c'est chez Luigi. Luigi, il me dit, il livre toutes les pizzas de Paris. Et je lui dis, pour les fours, il fait les fours. Donc je lui dis, comment on fait? Il prend rendez-vous, donc je prends rendez-vous avec Luigi. Et donc, quand j'arrive dans son bureau, à Luigi, il avait un bureau qui était aussi grand que cette salle, donc il était tout au fond. Et donc, j'ouvre la porte, il me fait comme ça. Bon, je déduis qu'il faut s'approcher, donc je m'approche. Puis après, il me fait comme ça. Bon, je me dis, il faut s'asseoir, donc je m'assois. Et puis, il me fait, bon, je dis, là, il veut que je parle. Donc, je lui dis, alors bonjour, monsieur Luigi, etc. Je me présente, je suis étudiant, j'ai un super projet, je vais lancer la pizza à domicile, etc. On est en 86. Le mec me regarde, il se gratte le crâne un peu et il dit, votre idée est complètement débile, vous n'avez strictement aucune chance, mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. Voilà. Et donc là, je me suis dit, deuxième leçon, être sympa. Et j'ai une formule là-dessus, je dis, c'est con d'être con. Parce qu'en fait, quand t'es con, les gens sont cons avec toi, et quand t'es sympa, en général, les gens sont sympathiques avec toi. Et moi, il m'est arrivé beaucoup de choses favorables dans ma vie, parce que j'étais plutôt sympa. Voilà. Et Luigi, il a fait quoi? Il m'a offert le four, 75 000 francs, c'est-à-dire qu'il l'a installé à ses frais, et il m'a dit, tu paieras quand tu pourras. Il m'a dit, par contre, 2 conditions. Je passe tous les mois, et ton truc, j'y crois pas un seul instant, mais on sait jamais. Si ça frétille, j'aimerais être le premier au courant, et donc j'irai te voir régulièrement. J'ai fait 2 centres de Miss Pizza, j'ai vendu, ça s'appelait Miss Pizza, j'ai vendu donc les 2 centres quand j'ai vu que arrivait Pizza 30 qui mettait 1 million de francs, alors que moi j'avais mis 50 000 pour en faire 2. Bon, il mettait 1 million de francs, et donc j'ai vendu, et à l'époque j'avais rencontré Robert Laffont, qui faisait le magazine Entreprendre, et il m'a demandé de venir travailler avec lui. Il m'a dit, combien de salaire tu veux? J'ai dit, pas de salaire, du capital.
Moi, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas du tout les mécanismes, etc. Mais j'avais compris, encore une fois, qu'il fallait avoir des actions. Voilà. Donc j'ai dit, moi, je veux les actions. Et il m'a fait un mécanisme où je pouvais toucher 15% de la boîte, et en, je sais pas quoi, 3-4 ans. Et en fait, en 6 mois, j'avais atteint les 15%. Et donc, 2 ans plus tard, je vendais mes parts, 1 million de francs. Et avec cet argent, j'ai lancé mon premier magazine tout seul. Voilà. Et alors, comment tu es arrivé sur le... Comment on passe de Châtelain à Concarneau pour aller après... Pour aller à Miss Pizza. Et comment Non, parce que les gens racontent tout le temps comment ils ont réussi. Mais ils ont dit, ah, j'ai réussi. Mais c'est intéressant, c'est comment t'as fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en partant de rien, c'est quoi les ressorts? Comment on fait avec pas d'argent, pas de réseau, pas de connaissances et juste de l'ambition pour y arriver? Eh bien déjà, on va plugger une ambition à la hauteur de ses moyens. Et quand tu es jeune, tu as un truc pour toi, c'est ton énergie. Voilà. Bon, moi, j'avais beaucoup d'énergie, et donc j'ai dit, j'ai pas de capitaux, mais j'ai un capital qui est mon énergie, et donc, où je peux investir cette énergie le mieux? Eh bien, la pizza, je faisais les pizzas, je livrais les pizzas, je faisais la compta, je faisais tout. Oui, et sans passer par là. Il n'y avait pas de diaspora bretonne encore, parce que tu aurais pu faire ça avec les crêpes. Et comment on en arrive J'avais pas le bon nom, il fallait s'appeler Gourlaouen, moi, je n'avais pas le bon nom. Et comment on en arrive au tourisme responsable? Ah bah là, c'est un long parcours parce qu'après, donc, je fais un magazine de voyage et je fais un groupe de presse donc, où je suis dans les 15 premiers groupes de presse magazines français, donc plutôt 15e. Quand le mec dit dans les 15, c'est plutôt 15e. Donc, et donc, je fais un groupe de presse pendant 10 ans avec une agence photo et je vendais dans 40 pays donc, mes reportages. Et j'avais un magazine donc, de voyage, ça s'appelait Voyager Magazine, qui vendait 100 000 exemplaires, un magazine sur la cuisine qui vendait donc 200 000 exemplaires. Donc j'avais pas mal cartonné dans ces domaines-là. Et puis après, j'ai fait des magazines qui ont moins marché, dont un magazine qui revenait un peu à mes premiers amours, qui s'appelait Mer et Océan. Voilà, et qui m'a coûté beaucoup d'argent. Mais par exemple, j'ai fait un numéro absolument exceptionnel donc, sur les vieux gréements à Brest. Là, donc j'avais un hélicoptère, 4 photographes, etc. Donc elle a fait un super truc. J'ai fait un super hors-série sur la mort de Cousteau. Bref, j'ai fait quand même des trucs pas mal, mais c'était beaucoup plus dur. C'était un créneau qui était compliqué. Et puis surtout, donc après, la législation a fait qu'on ne pouvait plus avoir de pub sur les cigarettes. Et le prix du papier a monté, donc le double effet qui se coule. Et donc j'ai vendu. Et donc là, j'avais découvert Internet, pour ça que je parlais de l'agence photo, parce qu'en fait, j'échangeais des contenus partout dans le monde, et j'avais découvert en 96 Internet. Voilà. Et donc, j'y connaissais rien, mais je m'étais dit, ce truc-là, ça va complètement changer en fait la manière d'opérer, et notamment dans le domaine du voyage, puisque le voyage est un domaine dans lequel, quand tu te déplaces, tu n'as pas d'avantage. C'est-à-dire que quand tu vas dans une agence de voyage, tu n'as pas un petit goût de Maroc, tu n'as pas d'échantillon, tu n'as pas d'odeur, tu n'as pas de saveur, ce qui peut être le cas chez un fromager. Tu ne peux pas essayer, ce qui est le cas quand tu vas acheter un pantalon. Donc, et aussi, en fait, le voyage, c'est que des bases de données, c'est que des contenus, et donc Internet va tout changer. Voilà. Et donc, en 2000, j'ai vendu en 99, et en 2000, donc je leur ai dit, écoutez, moi, de toute façon, je pense que maintenant, il faut lancer un site Internet. Voilà, ils m'ont traité un peu avec mépris, et donc je suis parti et j'ai créé avec un autre groupe de presse le site Easy Voyage. 2000, c'était l'éclatement de la bulle. Donc 2000, attends, le pire c'est que 2000 c'est la bulle qui éclate. Donc moi je m'étais dit je leverais de l'argent une fois que j'aurais fait un POC. Enfin à l'époque on parlait pas comme ça, enfin c'était l'idée. Donc le jour où je suis prêt à montrer quelque chose, il y a plus d'internet, grosso modo, plus personne n'investit. Et après je me prends le 11 septembre l'année suivante. Donc moi je fais un site de voyage pour dire aux gens où aller sur Internet. Et il y a plus d'internet et il y a plus de voyage. Bon, comme ça au moins, si tu veux, c'était réglé. Voilà. Et quand j'avais fait mon magazine de voyage, il y avait eu la guerre du Golfe, et donc je me dis quand même, je suis un peu le chat noir du travel, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que j'arrive, moi, faut se méfier. Bon. On s'est accroché. Alors comment j'ai fait? Parce que, encore une fois, moi je suis dans le concret. Comment j'ai fait? Parce qu'il n'y avait plus de marché, j'avais levé 2 millions d'euros, ce qui n'était pas beaucoup, moi j'avais mis la moitié, et donc j'avais mis tout mon argent. Voilà, donc j'avais joué tapis, j'avais 16 personnes, et au mois de décembre, je monte sur une chaise, et je dis aux gens, je ne pourrais pas payer les salaires. Voilà, bon. Ben ça, je peux te dire que la nuit d'avant, tu dors mal. Hein. Donc, pour pas dire que tu dors pas du tout. Bon, parce que c'est ça, entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas faire le mariole sur les estrades avec un micro en main quand tu as réussi. C'est avoir des nuits sans sommeil, prendre des décisions qui sont parfois très difficiles. Donc, mais ça, vous le savez tous dans la salle. Donc, je vais pas en rajouter, mais en tous les cas, entrepreneur, c'est du labeur, donc c'est de la sueur, et c'est surtout beaucoup de frayeur. Et donc, quand j'ai fait ça, j'ai écrit des lettres. J'ai dit, je vais écrire une lettre à chacun de vos banquiers pour dire que vous serez payé plutôt mi-janvier. Voilà. Et pourquoi je payais mi-janvier? Parce que, entre-temps, j'ai développé une activité donc B2B, où j'ai été voir un tas de mecs
qui s'y connaissaient moins que moi sur Internet. Et je leur ai dit, attends, mais Internet, dans 2 ans, ça va exploser, mon gars. Donc, si t'es pas au rendez-vous, t'es foutu. Et donc, j'ai vendu des prestations. Voilà. Et avec cet argent du B2B, j'ai développé le B2C. Et j'ai eu 3 années où j'ai bouffé mes 2 millions, un peu plus même. Donc, voilà, où j'ai eu plein de problématiques. À un moment donné, j'ai pas payé la TVA. J'ai été convoqué par le gars. Donc, j'arrive à 8h du matin, convoqué à Montreuil, dans un bureau donc gris sans fenêtre, avec un rougeau qui m'attendait donc au fond de la pièce, les bras croisés. Je me suis dit, je vais me faire défoncer. Voilà. Je devais 40 000 francs. Je me rappelle encore du montant. Et le gars, je lui dis, écoutez, vous avez raison sur tout. Voilà, je dois cet argent. Voilà, je ne l'ai pas payé parce que je ne l'ai pas. Donc, je lui dis, c'est anormal, vous avez tout à fait raison. Et j'ai expliqué quand même pourquoi. Et je lui explique. Et le gars, à la fin, il dit, oh, c'est incroyable. Il me dit, vraiment, les jeunes, parce qu'à l'époque, j'étais jeune. Donc, il dit, les jeunes, vous êtes quand même courageux, etc. Il me dit, écoutez, je vais vous aider, pas de pénalité, etc. Puis, on va faire un étalement. Il m'a fait l'étalement, je ne sais pas combien de temps. Voilà, et donc, je suis passé comme ça. Et puis, à partir de juin 2003, ça a commencé à vraiment marcher. Et donc, la preuve en est, c'est qu'en janvier donc, 2004, je vois les chiffres, j'appelle mon gars, je lui dis, 2 janvier, je lui dis, mais attends, il y a un problème sur les stats, quoi, ça ne marche pas du tout. Et il me dit, ouais, j'ai vu ça aussi, etc. Je regarde et tout, il dit, non, c'est ça. Et donc, on était passé de 1500 clics par jour à 25 000 clics dans la journée. Bon. Et on vendait le clic, donc 0,50. Donc déjà, là, on commence à facturer 10 000, 15 000 euros par jour. Et je me suis dit, personne ne me paiera. Donc j'envoie des factures, la main tremblante, et les gens me payent, et même disent, mais c'est vachement bien ton truc, j'en voudrais plus. Bon. Et voilà. Et donc là, ça a décollé, donc j'ai mis 4 ans. Et puis j'ai été après, donc j'ai lancé l'Espagne, l'Italie, la Magra, donc j'ai été leader européen. Et puis après, est arrivé Kayak, Google voilà. Avec ses moteurs, etc. Et donc à partir de 2014, ça a commencé à être difficile, voilà, et très difficile, c'est-à-dire que là, j'étais que en croissance, j'ai commencé à goûter à la décroissance, voilà. Et quand tu es sur un marché de croissance, être décroissant, c'est mortel, quoi, voilà, c'est la mort assurée. Donc, on avait refusé plein de ventes parce que les actionnaires pensaient toujours qu'on allait trouver mieux, voilà, donc quand on avait 50 millions, ils voulaient 100, quand on avait 100, ils voulaient 200, et ils pensaient que voilà, on trouverait toujours mieux, et j'ai pas été assez courageux pour imposer mes choix. Voilà, moi, je sentais bien que l'époque avait changé, que les forces en présence, comme j'avais fait pour la pizza, etc., comme disent les militaires, à un moment donné, il faut savoir décramponner, quoi. Quand l'environnement économique, tu vois que le niveau de jeu commence à devenir nettement supérieur au tien, un exemple concret, Kayak mettait 20 millions d'euros de pub télé par an, quand moi je mettais 2 millions. Et moi, à 2 millions, j'étais la star du créneau. Donc, mais le jour où il y a un gars à 20 millions et qui répète l'effort pendant 4-5 ans, bah, c'est évident que c'est plus le même match, quoi. Donc, j'ai cherché une solution et à ce moment-là, donc, j'ai vendu à Webedia. Parce que Webedia avait racheté Allociné, jeuxvideo.com, ils avaient racheté la boîte d'influenceurs, donc Mixicom, où il y avait dedans Cyprien, Natou, Squeezie, etc. Et donc, ils étaient vraiment entertainment et il leur manquait le voyage. Voilà. Et donc, de la Charrière a décrété que j'étais la bonne cible. Et donc, j'ai rejoint Webedia et je suis resté, je devais rester 3 ans et demi, je suis resté 4 ans et demi. Voilà. Donc avec eux. Et j'aimerais qu'on parle rapidement du tourisme responsable. Voilà, quand on arrive au tourisme responsable, je pars au moment du Covid. Et puis qu'on parle juste un mot de ton rôle d'investisseur aujourd'hui. Et après, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de qui est mon associé, bien sûr. Comment tu vois les startups et tout ça. Donc je pars au moment du Covid de Webedia. Évidemment, le Covid, bah, c'est un moment où le voyage, donc elle se pose des questions. Moi, j'ai commencé à investir dans des startups déjà, parce que j'avais gagné un peu d'argent. Hein. Donc je pars de Webedia en mars 2020 avec de l'argent, du réseau, de l'expertise. Et j'avais jamais eu les 3 en même temps. Parce que quand j'ai eu de l'argent, j'avais pas de temps. Voilà, quand j'avais du temps, j'avais pas d'argent. Donc, et j'avais pas de réseau. Et donc là j'ai les 3. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je me dis, bah, le tourisme doit se réinventer sur l'autel, en fait, de la nécessaire transition écologique. On a eu plein d'exemples depuis ce matin de gens qui sont venus donc exposer des projets donc brillants, qui contribuent à cette transition écologique. Et le tourisme est attaqué depuis maintenant la marche pour le climat 2019, hein, donc Greta Thunberg. Et donc le tourisme est l'objet de tous les maux. Et moi, je me dis, mais en fait, le tourisme, c'est 2 choses. Dans le tourisme, on a 2 missions. Baisser l'impact écologique, monter l'impact social. Voilà. Aujourd'hui, l'un des grands enjeux du monde, c'est de monter l'impact social à destination. Un monde dans lequel la perspective d'un étudiant sénégalais est uniquement d'apprendre la natation pour espérer faire du Uber Eats, donc à Paris, avec un vélo démarré de Paris, ça n'a strictement aucun sens. Et donc ce monde-là, il ne peut pas marcher. Donc un monde qui marche, c'est un monde où tout le monde a sa chance, où tout le monde peut rentrer dans le jeu. Et donc aujourd'hui, au Sénégal, il y a 28 000, je ne sais pas comme ça, il y a 28 000 étudiants qui sortent des facs de Dakar chaque année. Quelles sont leurs perspectives? Aucune. Voilà, faire du Uber Eats. Voilà. Donc, globalement, un monde comme ça peut pas marcher. Or, le tourisme est le plus grand levier d'inclusion au monde. 100% des grands chefs sont des gens qui ont commencé à éplucher des carottes et qui ont grimpé les échelons. Dans le tourisme, tu peux venir comme t'es, comme dit la pub McDonald's, avec
comme capital ton énergie. Voilà. Et tu vas pouvoir grimper les échelons. Le Club Med a été une grande école de l'inclusion. Les gens rentraient géo, ils terminaient patron de pays. Donc, on peut, un domaine dans lequel tu peux rentrer par la petite porte et monter, ça paraît tout bête, mais il y en a très peu. Pour faire de l'IA, il faut être ingénieur. Pour être prof, il faut faire des études. Pour être infirmier, même, il faut faire des études. Je ne parle pas de chirurgien ou médecin. Les domaines dans lesquels on peut gravir les échelons et avoir une élévation sociale par tes efforts et ta construction personnelle hors études, eh ben, il y a très peu de domaines. Voilà. Et donc, je me suis dit, le tourisme, cet impact social, on n'en parle jamais. Voilà. Et donc, il faut qu'on baisse nos impacts carbone, et qu'on monte l'impact social, et qu'on mette en avant tous ceux qui agissent mieux. Parce que quand on dit le tourisme, ça veut rien dire. Il y a des hôtels qui sont très décarbonés, des hôtels qui le sont beaucoup plus. On a un exemple avec Épopée. Donc, on travaille ensemble sur la partie hôtelière. Donc, nous, on a maintenant développé une plateforme où on accompagne les hôteliers dans leur décarbonation. On a 600 hôtels donc, clients. Voilà. Et donc, on a fait tout un travail sur ces sujets. Je dois avouer que d'un point de vue financier, c'est pas mon meilleur investissement. Hein. Donc, j'en ai fait des meilleurs. Voilà. Parce que, évidemment, le tourisme responsable, c'est un créneau voilà, où tout le monde en parle, tout le monde en veut, mais personne n'achète. Bon, donc, on y va à petite touche. Hein. Parlons d'aujourd'hui. Donc, investisseurs aujourd'hui. Puis, je reprenais. Oui, alors, ils m'ont repéré comme ça. Oui, mais, non, mais parce que la question. Mais un post que tu as fait il y a quelques jours, même hier, je crois. Je rêve d'une France où l'on applaudirait autant un dirigeant qui passe de 150 à 500 salariés qu'un fondateur qui lève 20 millions. Parce que j'aimerais bien qu'on t'entende aussi sur. Toi, tu penses qu'il y a un vrai capital dans la transmission. Oui, bien sûr. Dans la reprise d'entreprise. Dans la reprise, bien sûr. Mais juste pour faire le point avec qui l'on associé, parce que tu dis qu'il y a plein de questions sur qui l'on associé. J'ai été repéré comme ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé en me disant bonjour Monsieur Nadir, est-ce que je me présente, Monsieur Henriet, je suis producteur d'une émission de télé que vous connaissez peut-être, qui l'ont associé, et donc ils avaient fait une saison de qui l'ont associé juste avant le Covid. Bon. Et le gars me dit voilà, on vous appelle parce qu'on a entendu dire que vous avez un nouveau projet. Et j'ai dit d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, mon cher ami? Il me dit vous pourriez présenter votre projet. Alors je dis mais comment ça, comme candidat? Il me dit oui, il dit oui parce qu'on cherche des gens comme vous. Mais je dis des gens comme moi, ça veut dire quoi? Et il me dit c'est des gens qui seraient, disons, en seniorité. Voilà. Donc, je lui dis donc vous cherchez un vieux qui vient présenter un projet de jeune. Donc, je lui dis écoutez, moi je ne ferai jamais votre émission. Il me dit ah bon? J'ai dit oui, pour deux raisons. La première, elle est nulle. Voilà, je trouve votre émission nulle. Donc, et la deuxième, donc, je lui dis, j'ai passé l'âge de présenter mon business plan à Mazella ou à Simoncini, de me faire challenger. Moi, je m'en fous de leur avis. Donc, très concrètement, je veux dire, je ne ferai pas l'émission. Et donc, le gars me dit, merci, etc. Mais il me dit, mais attendez, vous dites c'est nul. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je dis, attendez, j'en sais rien, j'ai pas réfléchi à la question. Mais si vous me demandez, je vais vous dire j'ai deux choses à dire. La première, c'est que je trouve que les conclusions sont pas courageuses. À chaque fois, les conclusions, c'était « Mon petit chéri, qu'est-ce que t'es mignon, mais j'investis pas ». Bon, alors moi je dis, mais où il est mignon, il t'investit, où il n'est pas mignon, il t'investit pas. Et tu dis pourquoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un devoir. Quand tu es entrepreneur, je pense que tu as un devoir de vérité. Voilà. Je pense qu'un des principes de l'entrepreneur aussi, un des mots-clés qui fonctionne, c'est la sincérité. À une époque, on avait le modèle tapis, un peu bonimenteur. Mais ça marche plus. Aujourd'hui, je pense que la sincérité, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, quand tu penses un truc, effectivement, il faut le dire. Donc, je lui dis ce que je pensais sur cette première partie où les conclusions n'étaient pas courageuses. Et puis la deuxième, je lui dis, je trouve qu'il n'y a pas d'interaction entre les investisseurs. Et je me dis, plus jamais j'aurai une nouvelle de ce gars-là. Voilà. Et un mois après, il me rappelle, il me dit, Monsieur Nadir, vous vous rappelez de moi, etc. J'ai dit, oui, très bien. Il me dit, écoutez, on a fait une étude qui dit à peu près ce que vous nous avez dit. Bon, j'ai dit, il fallait filer le pognon, ça aurait été plus vite, et puis on aurait évité de payer une agence entre les deux, tu vois. Et il me dit, on s'est dit avec M6, est-ce que vous voudriez de l'autre côté? Alors, j'ai dit, mais quel côté? Il dit, côté investisseur. Alors, je lui dis, au départ, je suis flatté, et puis d'un seul coup, je me dis, merde, mais combien d'argent il faut mettre? Je lui dis, mais il faut venir avec combien? Il me dit, chacun fait ce qu'il veut. Je lui dis, ok, il y a combien de cas? Il me dit 40. Je dis, si je fais la moitié, c'est 20. 20, il faut au moins que je me positionne sur cette boîte. Bon, à 70 000 de moyenne, entre 50 et 100 000. Bon, je lui dis, il faut venir avec 500, 600 000. Je lui dis, ok, je vais le faire ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me suis dit, pour faire Move, je démarre une nouvelle activité, personne ne la connaît. Eh bien, c'est sans doute un bon moyen de faire connaître mon activité. Et je me suis dit, 500 000 balles, avec un peu de bol, je les récupérerai sur les investissements. Encore une fois, je répète, avec un peu de bol, je les récupérerai sur les investissements. Hein, parce que quand on croit qu'on fait fortune en investissant dans les startups, je ne sais pas qui, j'en connais pas en tous les cas. Donc voilà, les startups, ça ne tient jamais les BP. Les startups, donc il y en a 6-7 qui partent en vrille, à peine tu as démarré, tu as ouvert, etc. Donc moi, je continue, parce qu'encore une fois, j'espère trouver la bonne, mais concrètement, ce n'est pas si simple. Voilà. Et donc, je me suis dit,
Le reste, en fait, la différence entre les deux, ce sera la notoriété que je vais avoir et sans doute la traction que je vais avoir. Voilà, je pense que quand tu lances un business, la capacité à faire savoir, la capacité à la traction, la capacité à engager derrière toi, c'est fondamental. Et je me suis dit, cette émission va me servir à ça. Voilà, grosso modo, pour résumer ma spécialisation. Tiens, ben, on reviendra à sa transmission après. Parce que beaucoup de gens me croisent et me disent, mais t'étais complètement que personne te connaît, pourquoi ils t'ont choisi, tu vois? J'ai dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Pourquoi ils m'ont choisi? Alors, c'est quoi le premier truc que tu regardes dans un pitch? Bah, écoute, moi d'abord, je pense qu'on peut être bègue et faire une belle boîte. Hein. Donc, grosso modo, faut arrêter avec le mythe du pitch. Voilà, du gars qui est beau gosse, qui parle bien, qui a toutes les qualités. Et tu veux, voilà. Moi, je me méfie même quand je vois le pitch classique, c'est un couple, un homme, une femme. Lui, il a fait, on va inverser, une école de commerce et elle est ingénieure. Bon, en général, c'est l'inverse, hein, mais bon. Et ils viennent avec un projet qui a beaucoup de sens et qui a vocation à changer le monde. Voilà. Et ils ont un pitch formidable, type Miss France, où tout le monde pleure à la fin en disant c'est quand même formidable, ces jeunes qui veulent sauver le monde, etc. Bon. Et après, tu te dis, mais quand même, c'est mon pognon. Donc, est-ce que. Tu vois, parce que ce serait le pognon d'M6. Moi, je dirais, ah bah génial, quel projet, formidable, allons-y. Tu vois. Mais à un moment donné, tu te rappelles que c'est ton argent. Tu te dis, merde. Alors là, disons, le caisse d'épargne, mon livret de caisse d'épargne va en prendre un coup. Et donc, du coup, tu réfléchis. Voilà. Et donc, le bon pitch, c'est pas suffisant. Et moi-même, j'ai vu des gens qui viennent, qui sont pas des bons pitchers, mais qui ont un vrai projet, qui sont habités par le projet. Et à la limite, ça me plaît plus que le gars qui a répété son truc et qui fait du théâtre. Moi, je cherche pas un acteur de théâtre. Voilà. Donc, je cherche un entrepreneur. Et à la limite, et ça, je préfère un balafré à quelqu'un qui a le visage lisse. Quoi. Voilà. Moi, un mec plein de balafres qui me dit j'en ai fait 3 déjà, putain, qu'est-ce que c'est dur. Je lui dis tiens, celui-là, il a compris. Celui-là, il est intéressant. Et c'est quoi le red flag, justement, qui te fait décrocher d'un pitch en le gars qui pense que c'est sûr qu'il va faire... Le mec qui commence à te dire au bout de 3 phrases qu'il va faire une licorne, là, si tu veux, c'est plié déjà. Voilà. Quel conseil parce que la licorne, c'est vraiment pas un objectif, c'est la conséquence d'eux. Voilà. Et un gars qui démarre, on a eu Arthur ce matin, qui sans doute a fait une licorne, tu vois, donc et qui fera même sans doute encore mieux. Mais je pense pas qu'il a démarré en disant on va faire une licorne. Il a démarré en disant ce qu'il a expliqué, qu'il avait un vrai projet, et c'est le projet qui fait la licorne et pas la licorne, tu vois, donc qui définit le projet. Quel conseil business tu ne supportes plus d'entendre? Ah bah, le conseil business, donc moi je pense déjà qu'il n'y a pas... Tout à l'heure j'ai été interrogé par 2 jeunes femmes formidables, je ne sais pas où elles sont, levez le bras si elles sont là. Ah, elles sont là, voilà. Bon. Et elles m'ont posé une question toute bête en disant, voilà, on vient de se rencontrer, on s'apprécie beaucoup et on voudrait s'associer. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Si je réponds, allez-y, foncez, je suis vraiment le roi des glands, j'en sais rien, moi, si tu veux. Donc, tu vois, et si je dis, n'y allez pas, pour quelle raison? Bon, donc j'ai répondu, mais ça m'a pris 10 minutes, donc je ne vais pas le refaire, tu vois. Donc, parce que je pense que chaque cas est particulier et qu'en fait, c'est le mode de raisonnement qui est important, tu vois. Et qu'en fait, on dit un couple, ça marche pas, mais il y a des couples qui cartonnent. Donc voilà, on dit frères et sœurs, ça marche pas, mais il y a des frères et des sœurs qui ont fait des fortunes. Donc bref, la réalité, c'est qu'on ne sait jamais, si tu veux, et donc c'est des cas particuliers. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est être capable d'analyser le marché, le projet qui nous est proposé et la capacité donc à délivrer de ceux qui nous le présentent. Ça fait quand même 3 dimensions. On passe 1h, 1h15 avec chaque candidat. Hein, c'est monté en 18 minutes, mais on passe plutôt donc 1h, 1h15. On fait 6-7 cas par jour. Donc je vous laisse calculer. On arrive à 8h du mat, on part à 21h. Il faut être très concentré sur chacun des cas parce qu'il faut comprendre tous les marchés. Et tu passes d'un marché avec 2 jeunes qui viennent t'expliquer le marché du lacet recyclé. Bon, et l'autre, il t'explique les pompes à vélo. Bon, et donc, toi, tu n'y connais rien. Et on n'a aucune info sur les boîtes. Et donc, on doit comprendre tout ça. Et finalement, c'est ma conclusion, c'est que finalement, en 1 heure, tu arrives quand même à cerner pas mal. Donc, non pas la capacité de réussite, parce que ça, après, il y a une part de chance, il y a plein de facteurs qui vont se rajouter, mais en tous les cas, la capacité des gens qui sont en face de toi à délivrer un projet qui fait du sens et qui va rendre des services à des gens. Parce que, entrepreneur, c'est rendre des services à des gens. Voilà, on n'est pas des artistes. Un artiste, il peut dire « tout le monde s'en fout de mon produit, mais vous verrez, dans 30 ans, j'aurai raison. » Bah, très bien, mais si tu veux, on sera tous morts. Donc, ou dans 50, ou dans 100, si tu veux. Ça, c'est l'artiste. L'artiste, il a les siècles devant lui. Nous, on est jugés chaque matin. Chaque matin, tu remets ton titre en jeu. Tous les jours, tu dois écouter les signes des clients et voir comment tu vas adapter ton produit aux clients. Il y a un très grand sens tactique dans le dirigeant. Si le dirigeant n'est qu'un visionnaire, alors sa boîte n'ira pas très loin. Il faut être à la fois avoir de la vision
et en même temps adapté en permanence avec un sens tactique, tout en ayant du charisme pour engager les gens et de la rigueur pour bien verrouiller. Voilà, ça c'est les 4 qualités essentielles. Donc moi je cherche ça quand je vois quelqu'un, et en partant du principe qu'évidemment il n'aura pas les 4, mais qu'il ne faut pas qu'il soit nul dans un des domaines. On peut ne pas être bon partout, mais on n'a pas le droit d'être nul quelque part. Sur la transmission, alors aujourd'hui en entreprise, en Bretagne, il y a 9000 entreprises qui recherchent un repreneur. Dans le Finistère, ouais, dans le Finistère. 9000. En Bretagne, il y en a beaucoup plus. Donc, non, alors, moi, donc, de par ma notoriété de qui de mon associé, donc, je suis invité régulièrement dans des assemblées comme celle-ci, enfin, moins prestigieuses que la vôtre, évidemment, mais en tous les cas, du même acabit. Donc, et donc, dans ces assemblées, systématiquement, à la fin, les gens viennent me voir pour me dire, Monsieur Nadir, j'ai 58 ans, j'ai une belle boîte, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas à qui la transmettre. Mon fils fait du théâtre, ma fille vit au Canada. Donc, voilà. Et donc, on n'a personne dans la famille qui s'intéresse à la boîte, et donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Et ça, je l'ai eu partout, à Saint-Étienne, à Angers, où tu veux, dans toute la France, à Lyon. Et donc, je me suis dit, mais il y a quand même un vrai sujet sur la reprise. Voilà. Et donc, de là, je me suis intéressé à la reprise d'entreprise, et j'ai vu qu'il y avait 700 000 entreprises à reprendre, donc, dans les 10 ans qui viennent, 700 000, que sur les 700 000, il n'y en a qu'un tiers qui vont trouver un repreneur, et que sur les boîtes qui vont trouver un repreneur, pardon. Ah ok. Et sur celles qui vont trouver un repreneur, donc, enfin sur celles qui vont pas trouver, pardon, 70%, 2 tiers de ces boîtes gagnent de l'argent. Donc je me suis dit, mais attends, vulgairement on se fait chier la nouille à essayer de trouver des start-up qui vont peut-être réussir un jour quelque chose, alors qu'on va laisser la moitié, un tiers de l'économie française partir à velo. Mais il faut être débile. Et donc, j'ai commencé à travailler ce sujet-là. Et je me suis dit, ben, en fait, si je devais refaire ma vie, parce qu'un jour, tu as cette question qui se pose à toi, moi, jamais je créerais des boîtes, je reprendrais. Parce que quand tu reprends, j'ai une phrase qui dit, si tu veux, évidemment, reprendre, c'est entreprendre. Et surtout, reprendre, c'est entreprendre avec de l'avance. Parce que l'avance, c'est quoi? C'est tout l'historique que tu as derrière toi. En fait, tu as un historique qui te donne de l'avance. Cet historique qui te parle, il te donne le futur. Voilà. Et donc, j'ai rencontré un tas d'entrepreneurs qui n'arrivaient pas à céder leur boîte pour diverses raisons. Et donc, j'ai décidé de créer une formation pour les repreneurs. On m'avait proposé plein de fois de faire des trucs, donc comme fait Eric, etc., donc des clubs, etc. Mais voilà, moi, je cherchais quelque chose qui pourrait faire sens. Et donc, la reprise d'entreprise, alors c'est compliqué, hein, parce qu'il y a peu de gens qui se déclarent repreneurs. On n'est pas le matin repreneur, alors que start-upper, il y en a plein. Et donc, j'explique à tous ces gens qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, quand tu as 50 ans et que tu as pris le plan de licenciement de Total et que tu pars avec un peu d'indemnité, eh ben, achète-toi le job que tu pourras plus retrouver. Jamais tu retrouveras un job équivalent. Par contre, acheter une boîte avec tes connaissances, ton réseau, ton expertise et un peu de moyens et tous les effets de levier qui ont été évoqués depuis ce matin, c'est-à-dire à la fois les banques, les fonds d'investissement, donc régionaux ou nationaux, les subventions, etc. Il y a énormément d'effets de levier et évidemment, il y a le LBO. Bon, on ne va pas détailler ici tous les leviers, mais globalement, il y a faire reprendre une boîte par les salariés, par exemple, personne n'y pense parce qu'on dit les salariés n'ont pas l'argent, mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de compétences et d'argent que gagne la boîte, pas l'argent qu'a le salarié. Et donc, on peut trouver plein de modèles possibles. Et je me suis dit, mais il est urgent de sauver les PME françaises. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et soulever les PME, ce sera ma dernière question pour conclure. Ah merde. Ce matin, je rêve le poste. Je rêve d'une France où l'on applaudirait autant un dirigeant qui passe de 150 à 500 salariés qu'un fondateur qui lève 20 millions. En conclusion, ce serait ça, c'est de dire il faut aussi davantage célébrer les ETI. Non, il faut, oui, bien sûr, les ETI. Donc, on sait qu'on en a 7 000, les Allemands en ont 12 000. Et alors qu'on est parti, on avait de l'avance par rapport à eux, donc il y a 30 ans. Donc, clairement, les ETI, pourquoi? Parce qu'on a une balance commerciale en déficit de 80 milliards. Et donc, il faut qu'on aille à l'export. Et les Bretons, de ce point de vue, évidemment, donc, sont extrêmement offensifs. Et bravo donc à tous les capitaines d'industrie bretons qui ont été conquérir des marchés partout dans le monde. Donc, ça, c'est évidemment donc, extrêmement important. Là, avec cette phrase que tu soulignes, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne mesure pas la réussite d'une boîte à l'argent qu'elle a levé, mais à l'argent qu'elle va gagner. Voilà. Et donc, les startups, on a malheureusement un peu souvent pas eu le bon logiciel, voilà, en disant j'ai levé 20 millions. Le problème n'est pas de savoir si tu as 20 millions, le problème est de savoir ce que tu vas en faire tes 20 millions et combien d'argent, effectivement, donc, ça fera donc, à l'arrivée. Voilà. Et donc, je dis qu'on a fait souvent ça au détriment des boîtes. D'ailleurs, le tissu économique qui fait le pays a souvent le sentiment, tu parlais tout à l'heure donc, de Choose, donc, entre Choose et les startups, finalement, il y a le tissu économique qui est au milieu et qui a souvent le sentiment d'être le grand abandonné
donc en fait des pouvoirs publics, le grand abandonné même de la communication, tu vois, parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, on doit, dans le débat politique, et quand on voyait ce matin, par exemple, Nicolas, donc j'ai voyagé avec lui ce matin, et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas être ministre? Parce que la réalité, c'est que tu as tous tes bouquins, etc., finalement, c'est un plan ministériel. Bon, alors il me dit, on verra, etc., etc. Bon, mais tu vois, je pense que la réalité de dire, il faut absolument donc couper dans les dépenses publiques, augmenter les recettes, eh bien, on a une part de responsabilité, nous les dirigeants, moi je le dis là collectivement, c'est qu'on n'arrive pas à faire adhérer suffisamment au fait qu'il faut créer de la richesse, qu'il faut créer de la valeur, et que quand on veut redistribuer, il faut commencer par la créer. Tout ça, on le sait, c'est basique, mais on n'a pas assez de figures qui portent ça. Aujourd'hui, l'écologie, c'est porté par Jean Covici, il est à toutes les émissions de télé, il n'y en a pas une qui loupe, bon, et tout le monde connaît Jean Covici, et tout le monde a compris qu'il y avait un problème avec le CO2. Bon, il y a des figures dans beaucoup de domaines, et nous, on n'a pas vraiment de dirigeants qui impriment. Les gens sont souvent sous les radars. Voilà, pour se donner bonne conscience, certains disent être de gauche. Voilà, donc on dit, moi je suis de gauche, voilà, t'as tout dit, voilà, donc ça veut dire que t'es un mec sympa. Bon, mais la réalité, c'est qu'on n'a toujours pas changé le modèle social français, et qu'on a un vrai problème aujourd'hui pour le payer. Donc comment on fait? Eh ben, on crée plus de boîtes, qui créent plus d'emplois, et on permet aux boîtes existantes de continuer donc à se développer. C'est ça le prix à payer si on veut continuer à développer un modèle social qui est celui français, de la France. Et ce sera le mot de la fin. Merci, on peut applaudir Jean-Pierre. Jingle. Merci Jean-Pierre.